Alors, je vais maintenant passer la parole à un duo présentiel et on va dire visio guidé. Alors, Steph, que certains d'entre vous connaissent, est ce qu'on appelle une personne experte. Et elle a une telle expertise dans l'expression de ce qui se passe en elle quand elle est seule ou avec les autres, ou dans des situations, on va dire, de démonstration de ce qu'elle est capable de faire, et même aussi parfois incapable. Voilà, de tout ce qu'elle ressent. Cette expertise, vous savez, est vraiment indispensable dans la conception même, à l'origine, non seulement de la recherche, puisqu'on est aujourd'hui dans une journée scientifique, mais aussi de la mise en place des dispositifs. Et elle a comme interlocuteur, donc Steph Bonneaubrier, et comme interlocuteur, Séverine Recordon. Alors, Gaborio Recordon, je ne sais jamais lequel choisir. Donc, voilà, Séverine. On va les appeler Steph et Séverine. Alors, Séverine est psychologue de formation. Elle est docteure en psychologie. Et c'est en même temps une scientifique et une femme de terrain, puisqu'elle assume vraiment des fonctions qui sont de coordination, de direction de services sur le territoire et en dernier lieu dans la région de Poitiers. C'est bien ça. Alors ce qui est très important, vous voyez, c'est que cette double dimension qui est celle du scientifique sur le terrain et du terrain qui éclaire la science, réciproquement, avec Steph Bonneaubrier, ça va être un dialogue, ce que vous avez composé. Vous nous avez composé un dialogue et je vous donne la parole. Très bien. Écoutez, d'abord, merci Muriel pour votre invitation. Merci Catherine pour également m'avoir invitée à partager ce moment avec Steph aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous proposons avec Steph de partager quelques messages essentiels sur nos perceptions et sur ce que nous considérons comme étant essentiel pour faire avancer la qualité d'accompagnement des personnes avec autisme. Alors tout d'abord, j'insisterai sur l'importance d'intervenir en appui sur l'état des connaissances, puisque nous avons la chance en France de disposer de multiples recommandations de bonnes pratiques professionnelles diffusées par l'ANESM et la HAS et qui couvrent aussi bien la question du diagnostic, de l'évaluation et de l'intervention et du jeune enfant à l'âge adulte. Alors pour effectivement partager ce moment, voilà ce qu'on souhaiterait pouvoir énoncer, à savoir qu'une réelle connaissance de l'autisme engage profondément notre capacité à transformer, à modifier nos comportements. On exige beaucoup que les personnes autistes modifient leur comportement, mais il faut tout d'abord que cette exigence s'impose à nous en tant qu'intervenants. Une intervention de qualité repose sur nos compétences, nos savoir-faire, mais aussi nos savoir-être, pour adapter nos soutiens et singulariser au quotidien les appuis que l'on leur propose. Et justement, en appui sur l'autisme, cette connaissance, elle engage fondamentalement la question, l'enjeu de la réciprocité, parce que c'est bien de ça dont il s'agit au quotidien quand on veut aider, accompagner, soutenir une personne avec autisme et que la personne essaie, dans l'environnement qu'on lui propose, de pouvoir s'autodéterminer. Alors pour agir en adéquation avec l'autisme et la personne, il est important bien sûr, à notre niveau, de s'approprier, de connaître, de maîtriser la dyade, mais surtout, cette connaissance ne suffit pas. Elle exige que l'on prenne en compte et que l'on accepte l'autisme de la personne.
que l'on soit prudent à ne pas chercher à négocier avec les particularités de fonctionnement de ces personnes, notamment quand la résistance au changement est importante et qu'on considère qu'elle ne fait pas beaucoup d'efforts pour essayer de s'adapter, que on ne prend pas suffisamment appui sur ces particularités qui ne peuvent pas leur permettre de s'adapter forcément facilement à nous. Il faut intervenir sans cesse en prenant appui sur l'autisme de la personne. J'insiste beaucoup sur cette singularisation et celle-là a été bien nommée par Rutger. Il faut construire une relation égalitaire et nous, en tant qu'intervenants, on doit agir en qualité de facilitateur. J'ai un écho, je ne sais pas si ça s'entend dans la salle. C'est bon. Et il y a fondamentalement un enjeu de la tolérance du milieu. Dans le quotidien, dans la conduite de nos services dits spécialisés, il est important effectivement de travailler sur cette tolérance pour permettre, là encore une fois, à ce que la personne autiste ne soit pas mise en difficulté par nos propres seuils de tolérance et d'accepter, eh bien, notamment quand il y a des comportements problèmes difficiles, de redoubler justement d'écoute et surtout d'observation qui vont vraiment permettre de nous adapter à la personne. Donc il y a un enjeu de nos capacités adaptatives au quotidien. Les troubles du spectre de l'autisme, on le sait, se caractérisent par une clinique complexe autour de 2 dimensions en interaction, ce qu'on appelle donc la dyade autistique, et juste souligner à quel point en découlent des caractéristiques cognitives et comportementales qui sont source de difficultés significatives et qui handicapent la personne dans sa vie. Donc, il faut absolument, pour avancer et construire cette relation égalitaire, d'abord enrayer une vision réductrice de l'autisme, puisqu'on a souvent tendance, quand on parle de l'autisme, soit de faire référence à des personnes dites de haut niveau, ou alors à l'inverse à des personnes très déficitaires, mais aussi, quand on parle d'autisme, souvent on réduit la personne à des troubles du comportement. Il faut enrayer cette vision-là et tenir compte de la grande diversité des profils. Et justement, cette diversité des profils fonctionnels, elle nous invite à des indications globales pour l'intervention et à ajuster des programmes de soutien justement à la diversité, à la pluralité de ces profils développementaux et sensoriels. Donc quand on parle d'expertise, eh bien justement l'expertise, elle ne peut se nommer que si en fait finalement on arrive à tenir vraiment compte du profil de la personne, de ce qui fait singularité chez elle dans son développement, dans ses besoins, dans ses appétences, pour effectivement proposer des soutiens qui lui soient propres. Et j'insisterai également sur la question des interventions préventives. C'est indispensable dans l'autisme aussi de créer des environnements favorables et encore une fois qui vont être facilitateurs pour que la personne puisse s'autodéterminer et s'épanouir au quotidien. Donc en ce sens, il faut garantir les fondamentaux de l'intervention en autisme. Et justement, quand on évoque la dyade, découle de la dyade une grande vulnérabilité des capacités adaptatives qui nous invitent à agir en amont. Donc, encore une fois, à privilégier une intervention préventive qui va nous amener à adapter des programmes et des modes d'accompagnement en étant obligés de répondre à la structuration du temps, de l'espace, de visualiser justement ces informations, de s'assurer qu'elles aient des outils de communication, que les soutiens que l'on met en œuvre et qu'on leur propose aient pour finalité leur autonomie, leur indépendance, d'être sans cesse dans la proposition d'apprentissage continu et bien évidemment de leur apporter tous les appuis nécessaires pour permettre de meilleures habiletés sociales.
Alors, quand on parle justement de la diversité des profils, eh bien, ça nous demande d'avoir une démarche d'évaluation, diagnostic et de fonctionnement rigoureuse. Et cette démarche d'évaluation et de diagnostic peut se réaliser, bien évidemment, dans des temps différents. La première exigence qu'il faut avoir, c'est surtout nommer l'autisme chez la personne, parce que quand on nomme l'autisme chez une personne, c'est aussi lui reconnaître justement ces facteurs de vulnérabilité et les prendre en compte dans sa trajectoire développementale et dans sa trajectoire de vie. Et puis, bien sûr, évaluer les comorbidités associées, et ça va nous permettre d'accompagner la personne régulièrement sur son parcours de vie, puisque le diagnostic doit être révisé. Une phase d'évaluation du fonctionnement qui est essentielle, puisque évaluer son fonctionnement neurocognitif et de cognition sociale va nous permettre là aussi d'ajuster les appuis, tenir compte donc de son niveau développemental, de son profil sensoriel et de ses difficultés d'accès aux interventions et activités. Et ça, c'est très important, c'est souvent peu ou insuffisamment mis en relief comment elle adhère à ces soutiens et comment, du programme à leur mise en œuvre, comment on permet à la personne d'avoir un processus d'appropriation, mais en amont de pouvoir lui proposer effectivement des stratégies d'apprentissage qui vont être adaptées à sa capacité de compréhension et de décodage des appuis qu'on leur propose. Et ça va nous amener bien sûr à cibler les singularités de fonctionnement, puisque dans un service où on accueille des personnes autistes, l'essentiel c'est de considérer toutes les personnes autistes en s'assurant que l'on répond bien à chacune d'entre elles singulièrement. Et c'est pas forcément un exercice simple, on le sait. Donc c'est aussi évaluer l'évolution des ressources et de l'expression de l'autisme au fil de l'âge, puisque l'expression de l'autisme n'est pas immuable et va varier. Et à nous, justement, par cette démarche d'évaluation, de pouvoir codifier ces évolutions. Et enfin, une phase que j'appellerais d'évaluation situationnelle et d'évaluation du fonctionnement du comportement. C'est très, très important pour effectivement agir de manière préventive en déjà mettant en exergue les vulnérabilités comportementales qui sont propres à cette personne, d'examiner le profil comportemental, mais également le profil sensoriel, puisque l'on sait que l'un est souvent dépendant de l'autre, et donc d'inviter à une clinique qui conduit l'évaluation de ces deux champs, de cibler les contextes qui sont source de difficultés et ceux qui sont source de facilité pour la personne, et enfin de repérer des stratégies proactives que la personne déjà, elle a su mettre en place pour elle-même pour pouvoir s'adapter quand elle a un stress, une difficulté, et les stratégies de compensation que nous jugeons favorables pour que la personne, justement, ait des outils pour s'adapter au quotidien. Je voudrais rappeler l'importance de prendre appui sur les familles, quel que soit l'âge de la personne, et surtout de ne pas sous-évaluer les besoins de guidance, même quand ce sont des parents d'adultes. Donc, évaluer pour prendre en compte pour intervenir. La démarche diagnostique, elle est véritablement un prérequis à la prise en compte de l'autisme et elle est nécessaire au suivi de la trajectoire développementale. Pourquoi une évaluation du fonctionnement ? Parce qu'elle doit permettre d'arriver à formuler des objectifs qui soient fonctionnels et utiles pour la personne. Elle est garante de l'autodétermination de la personne. En tous les cas, elle doit être garante de l'autodétermination de la personne et évaluer l'environnement. On évalue beaucoup la personne et beaucoup moins l'environnement. Pourquoi évaluer l'environnement ? Parce qu'il faut absolument qu'on puisse restreindre le coût adaptatif pour la personne, sur le plan social, sur le plan émotionnel, sur le plan cognitif. Il faut arriver à réduire l'écart entre les exigences de l'environnement et les compétences personnelles de la personne autiste, et donc de veiller à une adéquation du milieu, donc avec les compétences de la personne. Donc je vais passer la parole à Steph. Ok, merci. Alors je vais prendre la continuité de Séverine. Je voulais moi particulièrement revenir, effectivement, on parle énormément de cette fameuse dyade autistique. Et c'est vrai que je suis toujours, on va dire, très vigilante par cette porte d'entrée
que l'on utilise généralement pour essayer de comprendre la personne, je crois que c'est peut-être pas toujours la bonne façon d'appréhender correctement la personne autiste que de commencer par ce que Theo Peters, c'est dans l'approche Teach, on appelait beaucoup le haut de l'iceberg. C'est-à-dire que cette partie visible est certainement cette partie également qui présente le plus d'hétérogénéité finalement, ce qu'on pourrait appeler l'expression de l'autisme, puisque l'autisme va s'exprimer dans cette fameuse dyade au niveau des interactions, de la communication, des comportements stéréotypés, des activités, des intérêts restreints. Et là, on voit effectivement, certes, des points communs, mais aussi un panel très étendu de manifestations chez les personnes et qui peut d'ailleurs être très déstabilisant pour les professionnels, les cliniciens, et qui interroge énormément et qui challenge au niveau du diagnostic. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment tendance à souhaiter rappeler aux gens qui nous entourent et qui nous accompagnent qu'il y a aussi ce fameux fonctionnement interne, ce tronc commun, on va dire, à toute personne autiste qui se retrouve dans ce fonctionnement perceptif et ce mode de pensée particulier. Et je crois que quand on commence à aborder la personne autiste par cette entrée-là, on voit déjà une sorte d'unité. Et on ne se dit pas d'emblée, tiens, une personne autiste, c'est une personne qui a un trouble de la communication, un trouble des interactions. Et très vite, d'ailleurs, on va vers ce dérapage des troubles du comportement, alors qu'il faut rappeler que le trouble du comportement n'est pas un critère diagnostique, il est une conséquence des difficultés liées à l'autisme. Il faudrait d'abord que les gens puissent se dire, selon moi, pour mieux appréhender et mieux comprendre, et donc mieux intervenir, qu'une personne autiste, quel que soit son profil, est d'abord une personne qui perçoit et qui pense différemment. Et à partir du moment où on a cette approche, on sort aussi, je crois, de certains dogmes, de certains clichés, justement par rapport à ce qu'on pourrait appeler un niveau cognitif ou un profil perceptif. Parce que généralement, on essaie tout de suite de nous catégoriser. C'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer finalement un profil autistique et donc d'associer à ce profil une méthode, un programme qui va être essentiellement, en tout cas en France, axé sur le QI. Donc voilà, il va y avoir les personnes autistes avec troubles du développement intellectuel, les personnes autistes sans troubles du développement intellectuel. Et ça, je crois que c'est la pire chose à faire si l'on veut bien appréhender la dimension neurologique, sensorielle, puis communicationnelle sur le plan de l'interaction et qui va permettre ensuite d'accompagner la personne dans sa qualité de vie. Parce que je crois que toute intervention des professionnels doit avant tout avoir comme objectif d'accompagner une personne, quel que soit son profil, vers une meilleure autonomie et une meilleure qualité de vie. Donc, moi, il me semble que dans tout ce qui a pu être effectivement évoqué par Séverine, je reviendrai peut-être sur ce point qui me semble important, de faire attention à ne pas plaquer cette dyade autistique, parce que si l'on veut rester dans cette singularité, si l'on veut être dans cette approche individuelle, sans perdre de vue quand même les fondements de ce qu'est le fonctionnement autistique, il faut continuer à mieux appréhender, à mieux comprendre, à mieux tenir compte du fonctionnement perceptif et du mode de pensée de la personne autiste. Et une fois encore, nous ne sommes pas là dans une dimension de quotient intellectuel, on est dans les spécificités que sont la pensée en détail, que sont au niveau sensoriel un ensemble d'hypersensibilité et qui là concerne l'ensemble du spectre, avec par contre des traitements de l'information différents d'un individu à l'autre. Si on parle par exemple d'hypersensibilité, on peut aller de l'intolérance massive, avec le développement d'un trouble du comportement massif lui aussi, jusqu'à une personne qui va subir
une fatigue cognitive et qui va pouvoir prendre sur elle. Mais quoi qu'il en soit, l'impact est là. Et la conséquence sur la qualité de vie de la personne est là. Donc moi, j'insisterai beaucoup sur une plus grande attention sur ce qu'on appelle le bas de l'iceberg, qui permettrait peut-être de sortir un peu d'une vision, je trouve, un peu réductrice du comportement de la personne, qui fait que même les professionnels autour de nous ont tendance finalement à ne pas évaluer correctement. Mais je dirais un petit peu à juger. On entend souvent « il a l'air ». Voilà. Il a l'air compétent, il a l'air déficient, il a l'air de pas trop mal s'en sortir. Mais finalement, en étant comme ça sur des a priori, eh bien, on passe à côté de certaines personnes qui ont peut-être l'air de ne pas être capables et qui pourtant ont des ressources, pour peu qu'on leur en donne les moyens, et des personnes qui ont peut-être l'air d'être très capables, mais qui ont peut-être plus de difficultés qu'elles n'en ont l'air. Alors c'est pareil, une fois que l'on en revient justement aux bases du fonctionnement autistique et à ce fameux fonctionnement interne, moi je suis un peu sidérée parfois de voir beaucoup d'innovations. Alors c'est très bien les innovations, hein. Il y a toujours des nouveaux programmes, des nouveaux outils, des nouvelles technologies. En France, on a des plans autisme, des stratégies nationales, voilà. Et on en oublie peut-être un peu de revenir aux fondamentaux. Alors, on se pose toujours des questions, à chaque fois, nous en France en tout cas, que l'on sort un plan autisme, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce fameux nouveau plan autisme? Moi, j'aimerais rappeler qu'il y a peut-être une classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, la CIF, qui est pleine de bon sens, hein, et qui rappelle aussi, qui offre une approche du fonctionnement, hein, et qui nous remet dans une réalité des personnes avec une prise en compte d'un état de santé au sens large, avec une prise en compte de son environnement, et qui parle de la fonctionnalité au quotidien, et puis qu'il y a une convention relative aux droits des personnes handicapées. Quelque part, quand on la lit, tout y est dedans, hein. On ne devrait pas avoir besoin, tous les 5 ans, de se dire qu'est-ce qu'on met dans le nouveau plan autisme, hein. Je crois que si déjà les droits fondamentaux étaient respectés, on aurait moins besoin de se poser de questions et on éviterait des dérives sur les droits spécifiques. Parce que je crois que ce qu'on oublie et qui fait qu'il y a à un moment donné un dérapage de manière générale dans ce qu'on essaye d'offrir aux personnes en situation de handicap, c'est qu'on oublie que les droits spécifiques devraient être mis au service des droits fondamentaux. Or, les droits spécifiques, parfois, sont utilisés pour enfermer les personnes dans une vie spécifique. Et c'est pas ça à l'origine qui a été créé, c'est pas ça qu'on demande nous et nos familles. Donc, j'aimerais juste que parfois, on en revienne à du bon sens et à des fondamentaux qui sont déjà là, qui sont présents et qu'on a peut-être tendance à oublier dans le quotidien, où on est dans une espèce de course à l'innovation, de course aux nouvelles méthodes, aux nouveaux programmes, et on passe peut-être à côté de l'essentiel que l'on a sous la main. Et donc, il faudrait peut-être parfois se remémorer l'existence pour fixer même tout simplement, des fois, je vois des objectifs qui soient, j'y reviendrai tout à l'heure en parlant des outils, mais des objectifs qui soient aussi cohérents et qui soient en phase avec la réalité des personnes et pas uniquement en phase avec la réalité des professionnels qui fixent les objectifs. Parce que ça aussi, c'est une grande caractéristique franco-française. On a quand même beaucoup de spécialistes qui ne voient que leur spécialité. Donc, vous allez chez l'orthophoniste, en France, vous avez très rapidement un temps plein de rééducation en orthophonie. Puis, vous allez voir le psychomotricien, vous avez un temps plein de rééducation en psychomotricité. Puis, vous allez voir le psychologue, pareil. Et puis après, on vous dit, qu'est-ce que les autistes sont fatigables? Oui, vous avez juste déjà 3 temps pleins de rééducation, puis à côté de ça, on vous dit, si vous pouviez aller à l'école et au boulot, ça serait bien aussi. Oui, oui.
À côté de ça, il faudrait aussi essayer de vivre, voilà, d'avoir peut-être quelques loisirs. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi rappeler où sont les priorités de vie et pas toujours les priorités de rééducation. Il en faut de la rééducation. Il faut aussi travailler sur l'adaptation. Mais l'adaptation, ce n'est pas la suradaptation. Aider les personnes à se réguler, ce n'est pas les amener vers une forme de conditionnement. Je crois qu'il faut repenser certains termes et reprendre une fois encore les fondamentaux que sont l'accompagnement vers de l'autonomie et de la qualité de vie. Alors moi, ces dernières années, c'est vrai que avec l'avancée aussi de la recherche, on est amené effectivement à repenser parfois les fondements même des fois de la démarche diagnostique, c'est-à-dire qu'on se bat déjà énormément encore pour arriver au diagnostic médical, mais on en est aussi maintenant à rappeler qu'au-delà de cette démarche, qui reste quand même parfois assez kafkaïenne, pour arriver jusqu'à ce fameux diagnostic médical, un diagnostic médical n'a pas de sens en termes de qualité de vie et d'autonomisation s'il n'y a pas un bilan fonctionnel. C'est-à-dire que si pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans pour certains, vous vous êtes cassé la figure sans savoir pourquoi, bon, au bout d'un moment, si vous vous cassez la figure en sachant que c'est parce que vous êtes autiste, il y a un petit plus, mais si vous continuez à vous casser la figure, c'est limité quand même. Vous aimeriez bien vous casser un peu moins la figure. Donc, oui pour le diagnostic médical, mais s'il est associé à ce qu'on appelle le bilan fonctionnel, les personnes autistes et leurs familles ont besoin de moyens, d'outils pour améliorer la qualité de vie et effectivement une plus grande attention au diagnostic des troubles associés. On le sait aujourd'hui, qui sont quand même très présents, qui peuvent parfois même dominer un tableau clinique et être pour certains plus entravants encore que le syndrome autistique. Et peut-être un appel aussi à une responsabilité éthique vis-à-vis des psychiatres. C'est vrai qu'il y a aussi des diagnostics différentiels à poser, tout le monde n'est pas autiste, mais il ne faudrait pas non plus que les centres experts et les centres diagnostiques claquent un peu violemment la porte à des personnes qui présentent d'autres troubles. Je crois qu'il faut savoir orienter, écouter dignement. Il n'y a pas de diagnostic plus noble qu'un autre. Alors c'est vrai que je fais peut-être une petite boutade en disant on va peut-être vers un nouveau diagnostic, là, parce qu'on nous dit il y en a qui veulent absolument un diagnostic d'autisme. Alors je propose le trouble du chercheur compulsif de diagnostic, mais il n'empêche qu'il faut peut-être s'interroger. Je ne crois pas qu'il y ait tant que ça une mode. Je ne dis pas qu'il y ait un phénomène qui s'est peut-être un peu installé, mais je ne crois pas que c'est un mouvement majoritaire. Je crois qu'il y a des personnes aujourd'hui qui cherchent à être accompagnées. On parle beaucoup d'autisme, que les choses ne sont pas si simples entre le diagnostic d'autisme et parfois une symptomatologie autistique qui va se retrouver dans un autre diagnostic, et qu'il faut qu'on ait en face de nous aujourd'hui des professionnels qui non seulement savent identifier l'autisme et accompagner les personnes autistes, mais qui savent aussi accompagner des personnes autistes qui ont des troubles associés et qui sachent aussi poser des diagnostics différentiels et orienter correctement ces personnes. Et là, on est dans un vrai challenge, sachant qu'on cherche encore parfois le psychiatre qui connaît l'autisme. Donc j'amène à une vraie réflexion et une vraie responsabilité et responsabilisation de la communauté des psychiatres en règle générale, parce que je trouve qu'il y a une forme de négligence peut-être entre ceux qui ne voient que l'autisme, ceux qui ne le voient pas du tout, dans une période où on sait que le DSM-5 nous le rappelle, on aime actuellement dans une approche dimensionnelle et non plus catégorielle des diagnostics.
Alors, quand on parle effectivement des soutiens que l'on propose aux personnes autistes, il y a un préalable qui est l'adaptation de l'environnement, puisque si on considère nos manières respectives de traiter l'information, la personne neurotypique a une pensée souple, flexible, imaginative, et elle va déduire naturellement les indices d'un environnement. Une personne autiste a une pensée beaucoup plus concrète, rigide, au sens cognitif du terme, et elle associe. Donc l'adaptation de l'environnement est une clé essentielle et c'est un préalable, en même temps qu'il doit être l'objet de toutes les attentions par rapport à un programme que nous établissons avec la personne. C'est une clé essentielle pour leur qualité de vie. Et elle requiert une approche écologique à multiples variables, puisque ces ajustements au niveau de l'environnement vont être aussi bien sur le plan de nos comportements humains, de nos réactions, de nos modalités relationnelles, que de l'environnement sensoriel, matériel, la façon dont on organise les espaces, la façon dont on organise le temps. Voilà, il y a vraiment un enjeu fondamental et qui va être aussi une clé de voûte à l'ensemble des interventions proposées. Et il faut veiller donc à cet équilibre du milieu et encore une fois de réussir l'exercice à l'adapter à la personne, puisque l'enjeu est de faire coexister des modes de pensée, des codes et des comportements différents. On parle beaucoup de l'évaluation de la personne et, comme on l'a dit tout à l'heure, il est important d'évaluer aussi l'environnement de façon concomitante. Évaluer la personne avant tout pour ce qu'elle est, ce qu'elle aime, ses aptitudes, ses talents, ses fragilités, ses difficultés et ses besoins. Évaluer l'environnement au quotidien parce que quand on examine une journée d'une personne autiste, notamment je pense dans des établissements spécialisés, qu'est-ce que l'on peut dire des qualités sensorielles de cet environnement, de ses qualités matérielles, son accessibilité du point de vue de la personne autiste, la richesse de cet environnement, les stimulations qui vont lui être proposées, la diversité des activités qui vont lui être proposées, ses opportunités relationnelles et ses opportunités d'apprentissage tout au long de la journée. Et puis, bien évidemment, il est nécessaire qu'on s'évalue nous-mêmes, tout le temps. Il faut d'abord que l'on soit fiable. Il faut que l'on soit stable dans les appuis que l'on propose. Il faut être constant, persévérant. Je sais qu'il y a ici beaucoup de professionnels de l'intervention en autisme et à quel point, justement, ça appelle chez nous cette question de la persévérance. Il faut veiller à la permanence des outils et des appuis visuels que l'on leur propose, notamment, je pense, aux personnes autistes dyscommunicantes et qui vont nécessiter une intracohérence et une intercohérence professionnelle forte. Il faut être exigeant envers nous-mêmes avant d'être exigeant envers eux et se dire souvent que quand on parle du problème d'une personne autiste, c'est souvent en conclusion le problème que l'on a, nous, de pouvoir leur garantir d'être en fait absolument lisibles dans ce qu'on leur propose. Et en fait, ce qui est compliqué souvent, c'est nous. Ce sont des interventions que nous ne sommes pas en capacité de toujours réguler et d'assurer de façon homogène sur le parcours de la personne. Donc il faut laisser place à l'observation pour qualifier, pour objectiver et moins subjectiver et veiller à une adéquation du milieu en appui à la personne et ses aptitudes. Il faut donc rendre l'environnement accessible. C'est un préalable au soutien à l'autonomie et à l'autodétermination, puisque constamment il va falloir s'assurer de le visualiser, de l'indicer, de le structurer. Temple Grandin dit « Les personnes atteintes d'autisme sont des penseurs visuels et apprennent à partir du moment où l'on emploie des méthodes visuelles. » Donc effectivement, on vérifie souvent qu'il y a un primat du visuel sur les autres sens et qu'il y a favorablement un traitement analytique plutôt que global. Les aides visuelles leur permettent de mieux traiter les diverses informations de l'environnement, de les maîtriser, de maîtriser l'environnement en ayant accès à une permanence de l'information. Elles agissent vraiment en faveur de la stabilité de l'environnement au quotidien. J'insiste beaucoup là-dessus et bien évidemment, les personnaliser, c'est essentiel.
Donc il va falloir aménager et adapter l'espace, organiser le temps de tous, le temps de chacun, et le rendre maîtrisable, c'est une des priorités. Délimiter le temps et l'espace, non pas pour rigidifier l'environnement, bien sûr, qu'on leur propose, ça a souvent été une critique que l'on adressait aux professionnels, mais bien parce qu'on prend en appui sur l'autisme de la personne et on a cette volonté de donner des repères pour qu'ils soient autonomes. Souvent, l'exercice que l'on réussit le mieux, c'est l'exercice de la dépendance, alors qu'on doit absolument, dans chacune des médiations que l'on propose, viser l'indépendance de la personne. Donc, il y a la nécessité de maintenir un environnement stable, ordonné et sécurisé. Parce que souvent, la personne ne va pas pouvoir s'adapter s'il y a trop de changements. Et donc, c'est nous qui devons, notamment auprès des personnes les plus vulnérables, quand elles ne peuvent pas exprimer leurs difficultés, c'est à nous de mettre de l'ordre dans cet environnement et surtout de s'assurer de sa constance. Je reviens sur ce qu'a évoqué Séverine à l'instant. Effectivement, là, on a eu une description une fois encore, j'ai envie de dire, de cette symptomatologie, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord sur la résistance au changement qu'il peut y avoir chez les personnes autistes. Et d'ailleurs, je crois que quand on parle de la rigidité mentale chez les personnes autistes, il faut avoir en tête cette résistance au changement plutôt qu'un trait de caractère, comme beaucoup peuvent avoir parfois tendance à le penser. Par contre, j'ai une fois encore envie de revenir sur le fonctionnement interne de la personne et du lien qu'il peut y avoir entre le fonctionnement perceptif, cette fois, et le mode de pensée. Quand on reste uniquement sur le bas de l'iceberg et qu'on démarre bien par le mode de pensée, parce que par le fonctionnement perceptif, puisque pour avoir une représentation mentale, il faut passer par ses sens. C'est d'abord parce qu'on perçoit différemment que l'on pense différemment. Or, ce que l'on voit, c'est que la façon de percevoir des personnes autistes induit un mode de pensée particulier, et dans les caractéristiques de ce mode de pensée, on a effectivement une forme de rigidité mentale, un manque de flexibilité aussi cognitive. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand même que cette rigidité mentale qu'a pu exprimer également Séverine et qui explique ce besoin d'aménagement de l'environnement, des précautions à prendre pour pouvoir maintenir des repères, est quand même très en lien avec notre pensée en détail. Donc je crois qu'il faut bien appréhender aussi cette rigidité en faisant ce lien direct avec la pensée en détail, parce que ça permet d'avoir une approche différente que si l'on estime uniquement que les personnes autistes doivent être finalement, pour être bien, enfermées dans ce qu'on appelle là souvent une forme d'immuabilité. Une fois encore, il va falloir s'adapter là à chaque profil. Il est certain que plus une personne a un trouble du développement intellectuel important, plus tout simplement le traitement de l'information et la lenteur du traitement de l'information fait qu'il faut ralentir l'environnement pour qu'elle puisse traiter cette information. Par contre, je crois qu'il y a parfois une confusion entre les personnes autistes ne peuvent pas supporter le changement, n'aiment pas le changement, et les personnes autistes ont besoin d'anticiper le changement. Et moi, sincèrement, j'ai de plus en plus de témoignages de jeunes et de moins jeunes. Je pense notamment à ces personnes qui travaillent en ESAT et qui parfois me disent « Steph, je m'ennuie ». Parce qu'on a tellement fait intégrer à certains professionnels que les autistes aimaient bien toujours faire la même chose, toujours dans le même ordre, toujours les mêmes gestes, qu'on ne leur propose plus rien d'autre. Et en fait, il ne faut pas non plus, finalement, se faire l'économie de nous faire découvrir des nouvelles choses, mais c'est dans cette transition vers le nouveau qu'il faut être extrêmement vigilant. Mais là, voilà, je mettrai un point de vigilance, toujours dans le respect du fonctionnement de la personne, parce que là, effectivement, il y a des profils et des traitements de l'information qui demandent une très grande vigilance et une très grande permanence des repères.
Mais il y a aussi un vrai travail à faire sur anticiper le changement pour permettre à la personne de découvrir parfois de nouvelles choses qu'elle va finir par apprécier, mais qui demandent un vrai travail. Et je ne voudrais pas que parfois, finalement par facilité, on ne fasse pas ce travail. Voilà, donc ça c'est une première chose parce qu'il y a cette pensée en détail et parce que vous allez très vite et que parfois la flexibilité, c'est peut-être nous laisser aussi le temps de repérer plusieurs détails dans un environnement pour pouvoir s'y habituer. Mais à partir du moment où vous-même allez trop vite, il est sûr qu'on ne va pas pouvoir apprivoiser, appréhender d'autres détails et donc on ne va pas pouvoir acquérir en flexibilité. Donc là encore, je fais un rappel par rapport aux clichés. Je ne vais pas m'étendre très longtemps parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, Rutger était très clair là-dessus. Il faut vraiment, vous voyez, quand on dit, j'ai été un petit peu interpellée par, c'est la première diapositive de Séverine qui m'a fait ensuite adapter mon intervention, mais d'avoir encore des fois cette représentation de la personne neurotypique avec une pensée souple, imaginative et dans la déduction. Moi, je vous avoue que plus je grandis et plus je trouve les neurotypiques assez rigides quand même, mais c'est peut-être personnel. Et puis d'avoir de l'autre côté la personne autiste uniquement dans une pensée concrète, rigide, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Je pense que la diversité des profils nous challenge énormément, que le spectre est tellement large et qu'on a encore un effet très médiatique, très réducteur. Hein. C'est vrai que j'ai longtemps appelé ça, moi, l'effet Jean-Luc Delarue, mais à la télé, on aime bien nous montrer les extrémités du spectre qui existent. Il ne s'agit pas d'être dans le déni de ces extrémités du spectre, mais aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier que la plus grande partie des personnes autistes vont se retrouver souvent entre ces deux extrémités et que là, on a des profils très divers et variés. Et si on peut passer sur la slide suivante, j'ai notamment pointé, à mon avis, quelques autres clichés, notamment, je pense à l'imaginaire. Je crois qu'il y a une vraie confusion entre l'imaginaire et le symbolique. Et d'entendre encore que les personnes autistes, pour certaines, n'ont pas d'imaginaire, quand on connaît certains artistes, on est dans le sud de la France, donc je me permettrai d'évoquer mon ami Gilles Tréhin avec sa ville imaginaire Urville. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'aucune personne autiste n'a accès à un imaginaire. Le symbolique, c'est autre chose. Quand on entend dire que les personnes autistes n'ont pas du tout abstrait à l'abstraction, alors qu'on a quand même un certain nombre de scientifiques et de mathématiciens, il n'y a pas quelque chose de plus abstrait que des fois que les mathématiques. Quand on a aussi certains clichés qui viseraient à dire que l'absence de langage est forcément synonyme de trouble du développement intellectuel, on peut s'interroger. On peut s'interroger, sachant qu'en plus, on sait que l'on n'a pas forcément encore les outils d'évaluation adaptés pour mesurer toutes les formes d'intelligence, que personnellement, mais je crois que je ne suis pas la seule, on connaît tous des personnes non verbales qui communiquent plutôt bien avec des outils alternatifs et des personnes aussi très verbales qui ne comprennent pas grand-chose à ce qu'elles racontent. Donc attention, en tout cas, à cette représentation. J'aimerais vraiment qu'en France, on franchisse un cap par rapport à cette singularité, tout en gardant effectivement ce qui réunit l'ensemble des personnes autistes dans ce diagnostic. Alors, ça, c'est pas moi qui peux répondre. Des fois, je me dis, est-ce qu'on est trop nombreux dans ce diagnostic, finalement ? Ou est-ce que les gens ne sont pas suffisamment ouverts? Est-ce que c'est autour de nous que les gens ne sont pas assez flexibles et n'arrivent pas assez à s'adapter à la diversité de ce spectre? Je crois que ça commence à devenir une vraie question. Et pareil, quand Séverine vous parlait du rapport à l'espace, du rapport au temps,
On ne peut pas être non plus dans une approche réductrice. Quand on intervient pour aménager l'espace, aménager ou mettre en place du repérage temporel, il faut toujours se demander dans quelle dimension on est. Est-ce que la personne ne se repère pas sur son espace stable, dans son bureau en tant que pièce, dans l'entreprise ou dans l'atelier, dans l'établissement? Est-ce que c'est l'espace pour venir de chez elle jusqu'à l'établissement ou jusqu'à l'entreprise ou jusqu'à son domicile? Il y a des dimensions micro et macro où souvent on n'est pas évalué dans l'ensemble de ces dimensions. Donc quand on nous dit oui, il se repère dans l'espace ou dans le temps, ou non, il ne se repère pas dans l'espace et dans le temps, on a souvent évalué une petite parcelle de ce qu'est réellement la dimension de l'espace ou la dimension du temps. Et c'est pour ça qu'on passe à côté du coup d'un certain nombre de difficultés. Et c'est pareil, je reviendrai également sur le côté les personnes autistes ont besoin qu'on leur organise énormément leur environnement. Oui, mais une fois encore, tout dépend du contexte, tout dépend du profil de la personne. Moi, je connais des personnes très désorganisées, mais peut-être parce qu'il y a aussi un impact sur les fonctions exécutives. Je connais aussi des personnes extrêmement structurées et organisées. Et on pourrait s'interroger d'ailleurs sur le syndrome de Diogène chez les personnes autistes qui ne s'expriment pas de la même façon que chez des personnes ordinaires. Donc il y a aussi des personnes très désorganisées mais qui savent extrêmement bien où sont toutes leurs affaires. Donc voilà, je suis désolée, je challenge un petit peu, mais c'est pour vous montrer qu'il y a encore beaucoup de questionnements à avoir quand on veut accompagner de manière singulière chaque personne autiste. Alors, dans la continuité des réflexions que l'on partage avec vous, donc la question du traitement sensoriel, là aussi, donc de tenir compte de cette réactivité particulière des personnes autistes au bruit, à la lumière, au toucher, au contact, aux odeurs. Donc avec la prévalence de l'importance de l'évaluation du profil sensoriel, justement, là aussi pour tenir compte de la grande diversité du spectre, bien sûr. Ce que l'on relève souvent, c'est une sensibilité exacerbée à la vitesse des stimuli, voire une aversion à une trop grande rapidité des mouvements humains, par exemple, ou encore le mouvement des yeux, donc avec des perceptions très difficiles à décoder pour nous. Je donne l'exemple d'un adulte en très grande difficulté. Là, je fais, moi, dans mon propos, beaucoup référence aux adultes avec un trouble du développement intellectuel associé, d'où l'importance justement de ces visions partagées avec Steph, et où on a eu, par exemple, énormément de mal à comprendre pourquoi il y avait toujours une difficulté avec une intervenante à certains moments de médiation. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle avait elle percevait, cette personne, la trotteuse de la montre qui la perturbait complètement dans cette relation, et à quel point ça nous a demandé du temps pour relever ce détail qui est, à première lecture, complètement indécodable pour nous. Donc effectivement, on est tout à fait confronté à cette extrême variabilité. Et effectivement, Steph, tu as tout à fait raison. Sur le plan du traitement cognitif, c'est exactement de la même nature. C'est-à-dire qu'on est vraiment confronté à cette diversité de l'expression de l'autisme chez la personne, et à aucun moment, effectivement, il ne faut avoir une vision réductrice. Par contre, un des enjeux, c'est surtout aller rechercher, et là j'insisterai beaucoup, sur les personnes dyscommunicantes au plus près, tous les soutiens qu'elles ont besoin, puisque là, il y a souvent un surhandicap lié à la difficulté de pouvoir s'exprimer. Donc, des troubles de la modulation sensorielle, tu en parleras également, une acuité perceptive, à l'inverse, une inhibition par rapport au traitement de l'information de l'environnement. Et cette réactivité, en plus sensorielle, n'est pas stable au fil de la journée pour une même personne. Rajoutons également les défauts de transmodalité qui sont un souci important, c'est-à-dire la difficulté que peut avoir une personne autiste à activer plusieurs sens à la fois, regarder et écouter en même temps, donc traiter différents canaux
d'informations et souvent on va évoquer la particularité d'un traitement monocanal. Donc pour nous, intervenants, ça nous invite effectivement à tenir compte quand on accompagne les personnes à cette question de l'intersensorialité et également à cette question de l'intrasensorialité, c'est-à-dire que pour une même personne, son profil sensoriel va évoluer, donc ça ne va pas être toujours les mêmes difficultés qu'elle va pouvoir recevoir, et à nous donc justement de tenir compte de cela aussi dans une même journée. Je pense à un adulte qui peut distinguer le ton, le petit cling d'un micro-ondes qui est à l'autre bout de sa résidence, qui le perturbe complètement, et à l'inverse, 3 heures après, dans une journée, être complètement indifférent à cette stimulation. Et on n'a plus beaucoup de temps, donc effectivement, Steph, voilà, on va se dépêcher. Donc, en conséquence, des difficultés pour traiter en même temps une trop grande quantité d'informations, un besoin de latence chez les personnes entre souvent la compréhension d'une consigne et l'exécution de l'action, une surcharge sensorielle qui peut créer véritablement des mouvements de panique, des crises, des difficultés d'ajustement dans les relations sociales, et cette conséquence qui souvent amène à entraver l'expression des compétences. Donc priorité donc à intégrer dans les médiations la question de la sensorialité. Il est important d'avoir régulièrement une évaluation de ce profil sensoriel et vraiment d'avoir des stratégies de remédiation dans les projets personnalisés avec des outils très simples aussi, facilement accessibles pour tous, concernant des cartes sensorielles qui vont mettre à jour les particularités et surtout les besoins d'appui. Et permettez-moi d'insister sur le fait que je fais surtout référence aux personnes effectivement avec un trouble du développement intellectuel associé. Donc, un aménagement sensoriel, une priorité. Veiller à des lieux où il y a effectivement où il y a une saturation d'informations et donc les services, les établissements en sont vraiment l'exemple. Donc avec un examen des qualités sensorielles, double vitrage, traiter acoustiquement les sols par exemple, les plafonds avec des panneaux insonorisants. Aller vers des teintes douces, pastels, veiller à des éclairages doux, des éclairages réglables, indirects, et puis des détails comme pas de petits rideaux à lamelles, mais voilà. Donc on est dans cette acuité pour ce qui concerne les établissements au quotidien. Je te laisse la parole, Steph, nous avons très peu de temps. Ok. Ben là, c'est juste en fait un résumé, on va dire, sous forme de schéma qui a été réalisé d'ailleurs par l'une de mes pères et amies qui s'appelle Laetitia Coyot. Et je pense que c'est une bonne représentation d'à la fois ce qui représente, on va dire, la logique du fonctionnement autistique, c'est-à-dire de bien partir du fonctionnement perceptif pour aller vers le mode de pensée, pour ensuite beaucoup mieux appréhender ce qu'on appelle la DIAD, les aspects socio-communicatifs et comportementaux. Je pense que ce serait aussi certainement une bonne trame à suivre pour les professionnels en termes de guide de formation. Je suis parfois étonnée de voir des professionnels qui me disent qu'ils démarrent leur parcours dans l'autisme en ayant fait le premier jour, on va dire, ou la première semaine, l'ABA, et puis 6 mois après, la sensorialité, et puis 3 mois après, comment communiquer avec les autistes, et puis 2 ans après, le cerveau des autistes. Alors là, je me dis, je ne sais pas comment ils peuvent bien nous comprendre, comment nous fonctionnons. Donc voilà, c'était juste un petit rappel, un schéma qui rappelle une logique, mais peut-être aussi du bon sens, parce que je crois que le bon sens, on l'oublie souvent. Et pour compléter rapidement ce que disait Séverine, je crois qu'effectivement, il est important de tenir compte que les personnes sans trouble du développement intellectuel, à un moment donné, vont avoir une capacité, on va dire, à s'approprier les outils qui leur sont proposés, alors que les personnes qui ont un trouble du développement intellectuel vont avoir besoin d'être beaucoup plus accompagnées dans cette appropriation et dans cette compréhension. Néanmoins, je crois que l'ensemble du spectre, et c'est ce qu'oublient souvent les professionnels, ont besoin d'avoir des mises en situation de ces outils. Faites attention de ne pas nous laisser, et nous qui n'avons pas de trouble du développement intellectuel, uniquement justement dans une forme d'intellectualisation, de théorie des outils, qu'on sait très bien faire par contre, mais on ne va pas passer à l'action d'utiliser nos outils. Et pour les personnes avec trouble du développement intellectuel,
N'abandonnez pas, ne dites pas parce qu'il ne me comprend pas, il ne va pas réussir ou il ne va pas pouvoir se l'approprier. Un outil, une compensation, ça se vit, ça s'expérimente. Alors la dyscommunication, donc effectivement, est un handicap majeur qui majore les difficultés adaptatives. J'aimerais insister là-dessus, donc qui crée souvent la conséquence d'une incompréhension mutuelle et qui fait qu'on va aboutir à une relation en déséquilibre inégalitaire et qui va aussi amener la conséquence d'affaiblir l'estime de soi chez la personne et de renforcer le repli. Pour les personnes qui n'ont pas de langage oral, de pouvoir effectivement être dans une attention pour pouvoir leur apporter les soutiens nécessaires et effectivement, je voulais illustrer d'une vidéo les difficultés que l'on a avec, par exemple, des personnes autistes qui n'ont pas le langage oral, mais qui ont une expression par le visage justement très importante et qui des fois amène à ce que disait Steph tout à l'heure. On a l'impression, il a l'air de comprendre. C'est absolument indispensable d'aller rechercher effectivement les compétences de la personne et de décoder avec des outils qui aujourd'hui existent le niveau de compréhension dans le domaine de la communication réceptive et expressive. Donc, je pense que, compte tenu du temps qui nous est réservé, il est difficile d'aller plus loin. Donc, Steph, je te laisse compléter sur la communication et passer à un temps de parole après. Moi, je terminerai juste en rappelant qu'effectivement, alors sur cette communication et de manière plus élargie sur les outils en règle générale, c'est bien de penser à nous outiller, mais je crois que les professionnels ont eux aussi besoin d'être outillés. Et que finalement, ce serait une bonne chose qu'en réfléchissant à ce dont ont besoin les personnes autistes, c'est-à-dire finalement des choses très structurées, très visuelles, très pragmatiques, très concrètes, les professionnels aient eux aussi des outils qui soient très concrets, très pragmatiques, pour nous accompagner. Et donc, Séverine, là, vous montre quelques outils, entre guillemets, pour nous. Et s'il est possible juste de montrer les deux, trois premières slides que j'avais préparées, ça, ce sont des outils pour vous. Vous voyez, la route Deming, elle est utilisée dans le management, notamment même dans les entreprises. Et quand vous co-construisez, parce qu'évidemment, je sais que maintenant, tout le monde est dans cette démarche de co-construction avec les personnes et les familles, les projets personnalisés, quand vous créez un atelier pour des personnes autistes, est-ce que vous planifiez? Est-ce que vous êtes dans l'action? Quand vous fixez des objectifs, est-ce que vos objectifs sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels? Je crois que là, il y a encore un vrai travail à faire sur comment on outille, comment on accompagne aussi nos professionnels sur le terrain pour qu'ils puissent mieux accompagner aussi les personnes autistes. Parce que l'accompagnement d'une personne autiste, ça ne s'invente pas. C'est pas intuitif. Évaluer, ce sera le dernier mot là-dessus. Évaluer, c'est pareil, ça s'apprend. C'est pas il a l'air. Quand je vais dans un établissement et qu'on me dit il n'arrête pas d'avoir des troubles du comportement, il n'arrête pas, c'est combien? C'est quand? C'est où? C'est avec qui? Et dernier mot, une fois encore, même pour les outils, pour la communication, pour savoir le bon outil, pour pouvoir l'ajuster, pour pouvoir l'adapter, et bien là encore, les deux premières questions à se poser, c'est comment perçoit-il et comment pense-t-il? C'est pas d'aller sur Google Images en me tapant emploi du temps autisme. Je vous remercie. Merci beaucoup à toutes les deux et à tous les trois, parce que vous nous avez, avec beaucoup de minutie, d'expertise aussi, et puis d'humanité, traduit ce qui caractérise les personnes dans leur diversité. Je vais revenir à cette métaphore du diagnostic parapluie. C'est-à-dire qu'en fait, le diagnostic formel, les classifications ne sert à rien si ça n'est à déterminer l'ouverture vers des services spécialisés.
alors que c'est une personne dans sa dynamique, dans ses particularités, son individualité. La métaphore aussi de ce qu'on appellera l'iceberg. C'est-à-dire qu'en fait, tu as montré une image, Steph, où on voyait un iceberg et la partie émergée, c'est celle qu'on voit et souvent qu'on interprète de travers. Alors, ce qui est intéressant de la personne, c'est ce qui est sous le niveau de la mer, c'est-à-dire vraiment son fonctionnement. Et tu as délimité 2 fonctions clés qui vont permettre d'augmenter les potentialités d'une personne, c'est-à-dire son fonctionnement perceptif et son mode de pensée. Tu es même allé plus loin, tu as modélisé, tu as dit finalement entre mode perceptif et mode de pensée, il y a un lien fonctionnel, c'est-à-dire que très probablement, là c'est pour les chercheurs en sciences cognitives, en sciences biologiques, cette description des liens fonctionnels entre perception, pensée et action est à la clé de beaucoup de découvertes, j'en suis sûre. Vous avez cité Gilles Tréhin, qu'on salue, ce dessinateur prodige qui est notre voisin ici, puisqu'il habite à Nice. Et puis Laetitia Coelho qui a vraiment, on va dire là aussi, éclairé toutes les stratégies de formation sur des fonctions essentielles.